Alors, le G5 Sahel n'existant plus, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, jeune organisation, pour l'instant balbutiante, a proposé à peu près le même dispositif, avec une force unifiée des 3 pays, 5000 hommes, dont le but est de mutualiser les capacités de résilience sécuritaire pour lutter contre la menace djihadiste. Est-ce que c'est efficace? Non. L'ONU nous rappelle, tous les 6 mois, à travers une liste hélas mortifère, qu'il y a à peu près 6000 victimes du terrorisme au Sahel, avant, après le départ des Occidentaux. Alors le Togo, on en parle un peu, parce que je crois que jusqu'en 2021, ils étaient épargnés par la pression djihadiste au nord, et celle-ci s'est développée notamment au Bénin, mais aussi au Togo, plus récemment. Et donc, Emmanuel, je ne doute pas que vous vous souveniez de la conférence que nous avons faite ensemble il y a 1 an à peu près, c'était en juin. On en parlait déjà. Sur l'idée des conséquences pour les pays côtiers des problèmes du Sahara. Donc, est-ce que depuis 1 an, globalement, sans précisément le Togo, mais globalement, au Bénin, Côte d'Ivoire, etc., la pression a augmenté, on a l'impression. Et oui, la pression malheureusement a augmenté. Ça peut donner l'impression d'une forme de migration vers le sud des groupes armés djihadistes qui, depuis maintenant 30 ans, sont passés des rives de la Méditerranée aux côtes du golfe de Guinée, lentement, mais certainement, en s'enquistant dans des zones où l'État était défaillant, le sud algérien, le nord Mali, la région des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, et désormais les parties septentrionales des pays côtiers. Le Ghana, le Togo et le Bénin, puisque ces 3 pays font face à la même menace qui émane de leur proximité frontalière avec le Burkina Faso et avec le Niger. Donc une forme d'élargissement ou d'élasticité de la menace djihadiste, non seulement dans la zone du Sahel occidental, donc le Mali, le Niger et le Burkina Faso, et par extension le Tchad, et moins la Mauritanie, puisque le dernier attentat, heureusement, remonte en Mauritanie en 2009, mais avec une extension de la menace en Côte d'Ivoire. La menace est récurrente. L'attentat de Grand Bassam, c'était 2015, mais il y a aussi dans le nord-est de la Côte d'Ivoire une menace djihadiste qui provient du fait que désormais 70% du territoire burkinabé n'est plus entre les mains ou n'est plus sous procon ou sous protection ou sous souveraineté de l'État félon, car issu d'un coup d'État militaire en 2021, mais néanmoins la représentation de l'État burkinabé. Eh bien, effectivement, dans la région des savanes, dans la région donc septentrionale du Togo, tout comme dans la partie nord-est et nord-ouest du Bénin, il y a ce même risque, porosité des frontières, absence suffisante de gardes-frontières, incursion de groupes djihadistes qui ne sont pas pour l'instant enquistés dans ces territoires, mais qui traversent la frontière pour mener des opérations visant les forces de gendarmerie, les forces de sécurité, ou pour littéralement inquiéter, pour ne pas dire terroriser les populations locales, et des tentatives pour le Togo et le Bénin finalement assez efficientes de mise en place d'un Conseil national de la lutte contre le terrorisme au Togo, de la mobilisation de 3000 soldats supplémentaires que les forces armées togolaises ont massés du sud du pays vers le nord. Il faut aussi avoir l'honnêteté de le dire, une coopération antiterroriste avec la France qui, nonobstant le fait que les troupes françaises ne sont plus présentes au Burkina Faso, au Niger, au Tchad et au Mali, mais sont néanmoins présentes de manière plus discrète dans des logiques de formation au Bénin, où existent des coopérations pour former les gardes-frontières, les forces de sécurité, les forces antiterroristes et donc les capacités, les forces armées et les forces de sécurité de ces pays. Mais maintenant que la France est totalement absente, en tout cas... Ah, non, elle est présente, mais elle est plus discrète. Oui, mais elle est présente, oui. Mais il n'y a plus de soldats français sur le terrain. Si, il y a des soldats français, mais il n'y a plus de base française. C'est ça la subtilité. C'est ce que, en concept stratégique, les Américains, mais pourquoi angliciser après tout, tous les concepts, appellent le light footprint, l'empreinte légère. Il y a actuellement des militaires français qui aident les forces armées. Qui aident.
béninoises qui accompagnent, qui aident, qui entraînent, qui équipent les forces béninoises à lutter, ou éviter plutôt, que les groupes djihadistes ne s'installent durablement à la frontière, au-delà de la frontière avec le Burkina Faso en l'occurrence, et le Niger, pardon, et puissent devenir une menace, une menace irréversible, quoi. Irréversible. Ça déborde sur l'État. Ouais. Et qui, in fine, fasse reculer l'État, littéralement, et que céder, et en même temps, en cédant ces territoires aux groupes armés djihadistes. Alors, il y a une autre question qui est sous-jacente à tout cela. J'en avais une, moi. Mais alors vas-y, je l'anticipe. Alors allez-y, Alfred. Allez-y. Mais est-ce que les États à côté coopèrent entre eux? C'est justement la bonne question. La disparition de toutes les capacités de coopération régionale. Prenons l'exemple de celle qu'on connaît le mieux. Ouais. Le G5 Sahel a été créé précisément pour créer de la cohésion entre non pas 3 pays, on va y revenir, les 3 pays qui sont les plus touchés, les plus impactés par la menace djihadiste, mais le G5 Sahel, c'est aller de la Mauritanie au Tchad, en englobant donc ces 2 pays, plus les 3 pays qu'on a déjà cités, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le G5 Sahel n'existe plus, enfin il existe sur le papier, enfin il n'existe plus concrètement, puisque 3 des 5 refusent, 4, puisque le Tchad lui-même refuse de coopérer sous cette égide. Alors le G5 Sahel n'existant plus, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, jeune organisation, pour l'instant balbutiante, a proposé à peu près le même dispositif, avec une force unifiée des 3 pays, 5000 hommes, dont le but est de mutualiser les capacités de résilience sécuritaire pour lutter contre la menace djihadiste. Est-ce que c'est efficace? Non. L'ONU nous rappelle, tous les 6 mois, à travers une liste hélas mortifère, qu'il y a à peu près 6000 victimes du terrorisme au Sahel, après le départ des Occidentaux. Quand je dis des Occidentaux, la MINUSMA au Mali, les forces françaises dans le dispositif Barkhane, mais également les troupes allemandes qui ont été priées de quitter le territoire nigérien, les troupes italiennes qui y sont encore, ou les troupes américaines qui elles-mêmes aussi ont renfloué. Bref, il y a un vrai enjeu, une gageure pour constater si oui ou non la coopération intra-régionale fonctionne. Alors, si elle ne fonctionne pas aujourd'hui dans une configuration qui n'est plus celle d'une cohésion ou d'un point de vue partagé des 5 pays du Sahel, si elle n'a pas fonctionné ou pas autant fonctionné qu'on aurait souhaité avec la force Barkhane, il faut avoir aussi le courage de rappeler qu'avant tout ça, ça ne fonctionnait pas mieux. Puisque en 2009-2010 avait été créée une structure qui précisément visait à empêcher les groupes armés djihadistes de pénétrer au-delà du Sahel. Ça s'appelait le CEMOC. Donc l'état-major intégré sous l'égide algérienne, avec l'Algérie qui visait à coopérer avec la Mauritanie, le Mali, avec le Niger, auquel était prévu que soit associé le Burkina Faso, et ça n'a pas fonctionné non plus. Encore une fois, il y a sur le papier toutes ces organisations qui existent encore, mais aucune ne sont efficientes. Alors, espérons, au sens propre du terme, que les 3 pays de l'AES collaborent au-delà des 3 pays de l'AES. Car désormais la menace est bien plus existentielle que le seul enquistement des groupes armés djihadistes dans la région des 3 frontières. Oui, au-delà de la région qu'on appelle du Tafko-Gourma, au-delà du Massina, et donc évidemment que pour lutter avec efficacité contre les 3 principaux groupes djihadistes, l'État islamique dans le Grand Sahara, le groupe de l'islam et le groupe islamique de soutien, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ainsi que les résurgences de Boko Haram dans le nord-ouest et dans le nord-est du Nigeria, nécessitent une opération beaucoup plus large. Quand vous êtes au Tchad, vous avez besoin de coopérer avec le Cameroun, vous avez besoin de coopérer avec le Bénin, vous avez besoin de coopérer avec le Niger, voire même avec le Soudan et la Libye, car les groupes rebelles et les groupes djihadistes, une fois qu'elles font le coup de feu contre l'autorité centrale, vont se réfugier au-delà des frontières. Quand vous êtes évidemment au centre, dans ce qu'on appelle le faisceau central du Sahel, forcément un groupe djihadiste va trouver un refuge là où les forces armées des différents pays ne peuvent pas aller,
et en l'occurrence la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, le Togo, voire même le Sénégal. Et donc forcément, on voit bien que la lutte contre le terrorisme implique aussi que les pays du Nord, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Libye, par leur côté frontalier, sont impliqués. Et alors, la fin de l'histoire, si j'ose le dire ainsi, c'est qu'il faudrait trouver une organisation qui regroupe tous ces pays qui font face à la même menace, avec des temporalités différentes, anciennes, présentes et futures, mais qui ont intérêt à collaborer ensemble, car sinon, le terrorisme djihadiste, comme mon collègue Luis Martinez l'a parfaitement écrit dans un ouvrage que je conseille aux téléspectateurs de Africactu et évidemment plus globalement de Global Africa, fait que l'Afrique sera sans doute le nouveau berceau du califat islamique. Bon, on est mal barré alors. Sauf si on prend conscience, et sauf si chacun des acteurs prend conscience de la nécessité de cette menace et de la prégnance et de l'imminence de la menace. Parce que dans cette affaire, bon, pardon, ça va durer un peu longtemps le sujet, mais l'Europe est complètement inexistante. Bon, je ne dirais pas aussi vertement. Bon, premièrement, l'Europe est peut-être, entre guillemets, trop présente. Parce que l'Europe, si on considère la manière de lutter contre le terrorisme, depuis les 10 dernières années, il y a une superposition d'acteurs. La CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, la CENSAD, désormais l'AES, les États-Unis qui avaient leur stratégie, la Grande-Bretagne qui avait sa stratégie, renforcée avec l'impact du Brexit. Et donc du coup, on s'est retrouvé dans une situation, et on est encore dans cette situation, où pour faire face à un ennemi désigné finalement assez vertement et assez simplement comme des groupes armés terroristes, des groupes rebelles, des groupes narcotrafiquants qui obèrent la capacité des États à juguler ces insécurités et donc qui remettent en cause l'intégrité territoriale de ces pays ou la stabilité intra-étatique de ces pays. Donc après tout, au lieu d'avoir une superposition de plans, je vous dis, on en est allé à 17, avec beaucoup de moyens. L'Alliance Sahel a proposé 16 milliards d'euros. L'Union européenne, pour répondre à votre question, avec sa stratégie Sahel de 2011, qui a été rehaussée en 2021, a proposé 8 milliards d'euros à travers des projets d'aide au développement, d'actions à impact immédiat. Mais la question, c'est pas l'argent. C'est une question de plan militaire. C'est une question de volonté militaire, de volonté politique. Quand le G5 a été créé, tout le monde s'est penché sur le berceau du G5 en disant il faut mettre de l'argent. Soit, c'était pas énorme, 425 millions d'euros, sauf que 25% de l'argent est arrivé. Donc forcément, c'est pas une question d'argent, c'est une question de velléité, ou de volonté, ou de crédibilité politique. Et aujourd'hui, même si les pays occidentaux sont moins, entre guillemets, sollicités, mais d'autres acteurs le sont. La Turquie. Oui. Accessoirement, la Russie fait partie de l'équation, puisque la Russie a proposé de remplacer les Occidentaux pour faire face à la même menace, avec l'efficacité que l'on connaît, et vraisemblablement un départ discret des mercenaires et des sous-traitants russes de Wagner devenus Afrika Korps, au profit des Turcs. Sadat, la société militaire privée liée au service de renseignement turc, qui arrive en disant « mais nous, on va faire mieux que les Russes », qui déjà avaient dit qu'il ferait mieux que les Occidentaux. On verra. Ouais.